Donc maintenant, c'est au tour de François. François va nous aider à passer, à descendre l'entonnoir. Il est directeur du Club Essor Innovation. Il va se présenter lui-même et va nous parler justement de cette deuxième petite séquence. Ouais. Je vais quand même prendre mon quart d'heure. Alors, on va gérer. Je vais d'abord me présenter. Donc, je travaille au sein d'une agence d'innovation qui s'appelle Paris Co, qui est l'agence d'innovation de Paris et de sa métropole. Et au sein de cette agence, dont le métier principal est d'animer des incubateurs de start-up, j'anime un programme qui a un peu moins de 2 ans et qui est dédié aux PME ETI, où l'ambition, c'est d'activer l'open innovation et de permettre à ces ETI, PME ETI de se développer plus vite en faisant de l'open innovation, notamment avec notre communauté de start-up. Et en faisant ça, effectivement, l'objectif, c'est de connecter ces entreprises avec des startups, mais c'est aussi de travailler à tous les facteurs qui font que l'open innovation peut fonctionner. Et des fois, ce sont des facteurs très transversaux qui sont liés à l'IT, qui sont liés à la RH ou qui sont liés à des sujets autour de l'impact environnemental, sociétal. Et un des premiers sujets qu'on ait eu à traiter, c'était le sujet de la cybersécurité. Alors, on était au milieu de la crise du Covid, peut-être plutôt vers la fin, et nos membres nous avaient demandé de travailler sur ce sujet et surtout de le vulgariser, parce que c'était un sujet qui était assez complexe et qui semblait plutôt destiné aux grandes entreprises. Donc on a monté un séminaire, on a fait un travail de vulgarisation sur ce sujet, et de ce séminaire est sorti un rapport d'une 40aine de pages et un mémo de 3 pages pour le dirigeant d'entreprise qui vulgarise le sujet, et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, quelques chiffres. Alors, on a vu la cybersécurité de façon très macro et très haut niveau sur la présentation précédente. Je vais quand même vous donner quelques chiffres pour vous indiquer ce que ça représente. Alors, c'est des chiffres qui ne sont pas complètement récents, parce que je crois qu'ils datent de 2017-2018. Donc, il faudrait quasiment les doubler, je pense, pour aujourd'hui. Mais voilà, dans le monde, ça représente 700 millions de cyberattaques par an. Alors, 700 millions, ça ne parle pas beaucoup, donc je me suis amusé à calculer ce que ça représentait par seconde. Et je crois que c'est à peu près 20 attaques par seconde. Donc, c'est quand même assez énorme. Et tout ça, ça a rapporté aux cybercriminels environ 600 milliards de dollars. Pareil, 600 milliards de dollars, c'est des gros chiffres, ça ne parle pas beaucoup. Donc, j'ai essayé de trouver un comparable. Et le comparable que j'ai trouvé, c'est le PIB de la Pologne. C'est supérieur au PIB de la Pologne. Donc, vous voyez tout de suite que ce n'est pas un petit pays, c'est un chiffre d'affaires qui est supérieur à un pays conséquent, à un pays européen qui a un certain poids. Et je pense que c'est un chiffre aujourd'hui, en 2022, qui peut être multiplié par 2. Et on a fait l'exercice justement avec la courbe, de prolonger la courbe sur 10 ans. Et avec la croissance qu'il y avait, alors la conférence, on l'a fait en 2021, ça faisait un fois 1000 en 10 ans. Donc, c'est assez énorme. En France, c'est 9 entreprises sur 10 qui ont été victimes de cyberattaques. Donc, autant dire quasiment toutes les entreprises. L'objectif principal de ces attaques, c'est encore de demander une rançon. Ça peut être, comme tu le disais aussi, de mettre à plat l'entreprise, mais c'est quand même souvent de demander une rançon. Et 19 millions de Français ont été victimes de cyberattaques. Donc voilà quelques chiffres pour situer l'importance du sujet. Donc là, voilà. Alors, je vais vous donner quelques termes techniques parce que le pirate dispose d'une boîte à outils. On parle beaucoup d'un certain nombre de choses avec des termes qui sont assez techniques. Tu en as employé quelques-uns. Donc, pour recadrer un petit peu les choses, je vais vous présenter quelques outils qu'il a à sa disposition. Premièrement, les vecteurs qu'il va utiliser pour attaquer le pirate. Il y a 3 niveaux à peu près de la même chose. Le spam que vous connaissez tous, ça fait longtemps que ça existe, qui est le niveau 0, niveau 1 de l'attaque, où on va, par un mail, vous inciter à cliquer quelque part. Le niveau 2, ça va être le phishing. Là, c'est un mail qui va essayer d'imiter l'identité d'un de vos fournisseurs de services, d'un de vos prestataires, et qui va vous inciter à cliquer quelque part pour récupérer vos identifiants ou vos coordonnées bancaires. Et le 3e niveau,
c'est ce dont tu as parlé, qui est l'ingénierie sociale, où là, on va, par un certain processus, utiliser un certain nombre de vos faiblesses ou vulnérabilités pour vous faire chanter ou pour vous soutirer des informations. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que la malveillance peut aussi venir de l'intérieur, et il est assez fréquent, il y a pas mal de cas où finalement ceux qui ont ouvert les portes de l'entreprise étaient au sein de l'entreprise. Alors qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire, ces pirates? Ils vont chercher à faire tomber votre site. C'est ce qu'on appelle les attaques de Denial of Service ou DDoS. Et donc là, l'idée, c'est que plein de gens vont se connecter sur la même page au même moment. Donc ça va être des dizaines, des centaines de milliers ou des millions d'ordinateurs qui vont se connecter sur votre site, qui vont le surcharger, qui vont le faire tomber. Pour faire ça, ils vont utiliser ce qu'on appelle des botnets. Donc ce sont des réseaux d'ordinateurs vampires qui vont contrôler. Donc ces réseaux d'ordinateurs, il ne faut pas considérer que ce sont des ordinateurs qu'ils ont, eux, dans une salle à leur disposition. Ça peut être votre ordinateur. C'est des ordinateurs qui ont été infectés par ce qu'on appelle des malwares qui vont rendre votre ordinateur zombifiable, si on peut le dire comme ça, par ces pirates. Et au moment où ils vont vouloir faire leur attaque DDoS, ils vont activer tous ces ordinateurs qu'ils contrôlent pour accéder en même temps sur les mêmes serveurs. Il va aussi, alors ça c'était le premier sujet. Deuxième point, il va chercher à récupérer vos identifiants pour se faire passer pour vous et pour récupérer un certain nombre de choses. Ils vont peut-être également chercher à récupérer ou à vous faire perdre vos données, donc data breach. Ou alors, dernier point, et ça c'est un point aussi assez important, c'est rendre vos informations publiques. Alors on est moins peut-être là sur un objectif de malveillance, de demande de rançon, mais on peut être sur un objectif de révéler au grand public un certain nombre d'informations. Les outils utilisés, on en a déjà parlé, du botnet, du malware, là, qui est un logiciel conçu sur mesure et qui va permettre de prendre le contrôle de votre ordinateur, de vous installer un virus ou autre chose. Ou alors ce qu'on appelle les web-based attaques, où là, ça va être une attaque qui est liée à un site sur lequel vous naviguez, qui va être corrompu et qui va vous injecter quelque chose sur votre ordinateur. L'objectif, souvent, c'est le ransomware. Donc, vous demandez une rançon pour récupérer vos données, pour récupérer votre système d'information. De plus en plus aussi, on va trouver ce qu'on appelle le crypto-hacking. Alors, vous savez, pour créer de la monnaie des bitcoins, il faut faire ce qu'on appelle du minage. C'est une activité qui est très énergivore et qui demande beaucoup de puissance de calcul. Ça se fait souvent dans des fermes, des grands espaces où on a plein d'ordinateurs, de cartes graphiques qui tournent. Une façon plus simple de le faire, finalement, c'est de prendre le contrôle de vos ordinateurs et d'utiliser vos ordinateurs pour miner son propre Bitcoin. Donc, c'est un autre type de piraterie qui existe, c'est la prise de contrôle d'ordinateur pour miner du Bitcoin. Alors, ouais. Bon, il y a une page qui est passée rapidement, c'est la même page avec écrit en bon français tout ce que je viens de dire pour si la présentation est distribuée. Maintenant, on va voir le mode opératoire du pirate. Le premier point, ça va être la reconnaissance. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la cybermalveillance, c'est une activité économique. J'allais presque dire une activité économique comme une autre. C'est-à-dire qu'il y a un modèle économique et on va d'abord identifier le potentiel de la cible, des différentes cibles qu'on peut viser. Alors, on a tendance à se dire une grosse boîte, c'est intéressant parce qu'on peut demander beaucoup d'argent. C'est compliqué, mais ça permet de gagner beaucoup d'argent d'un seul coup. Et moi, dirigeant de PME, ETI, finalement, je ne suis pas trop visé parce que l'enjeu n'est pas très fort. La réalité, ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a un modèle économique qui fonctionne aussi avec les PME, ETI, puisque c'est des entreprises qui sont moins protégées. Du coup, on va demander moins d'argent, mais c'est plus facile à attaquer, donc on peut en faire plus, on peut plus industrialiser. Donc, le modèle économique de la piraterie, il fonctionne très bien aussi avec les PME, ETI, qui ont aussi besoin de se protéger comme les autres. Donc, ce que va faire le pirate, il va identifier des cibles, il va identifier le potentiel économique de son attaque, et puis, si c'est intéressant, il va identifier s'il y a des failles dans le système qui pourraient attaquer. Une fois qu'il a trouvé sa cible et qu'il a identifié les failles, il va construire le vecteur d'attaque. Donc, il va construire
en général un malware qui est fait sur mesure. Alors, il faut savoir qu'il existe des outils qui permettent d'automatiser ça en quelques clics. On fabrique, alors j'exagère un petit peu, mais quasiment, on fabrique son malware dédié à sa cible. Une fois que le virus, cheval de Troie, etc., est construit, il va falloir le livrer. Et la livraison se fait essentiellement par mail. Donc, ce qu'on a vu précédemment, soit des spams, soit du phishing, soit de l'ingénierie sociale. Ce qui peut arriver aussi, et c'est des cas qui sont vraiment arrivés, on laisse traîner une clé USB dans une entreprise. Donc, quelqu'un va trouver la clé USB, se demander ce qu'il y a dedans, la mettre sur son ordinateur, et par là, on infecte l'ordinateur. Le quatrième point, c'est l'installation. Donc, c'est le malware qui va s'installer sur un premier ordinateur de l'entreprise, celui qui a reçu le mail ou la clé USB. Et puis, cinquièmement, la prise de contrôle progressive. Donc, de proche en proche, le système va être de plus en plus infecté. Ça va être d'autres ordinateurs de l'entreprise, puis progressivement des serveurs, des systèmes d'information, jusqu'à une prise de contrôle totale ou partielle du système, mais qui va permettre de réaliser l'objectif, qui est le vol des données ou le blocage du système. Je vais passer très vite sur ce slide. C'est juste pour parler d'une notion qui est importante, qui est la notion de surface d'attaque. Quand on parle de cybersécurité, on parle tout le temps de surface d'attaque. Donc, juste pour dire ce que c'est. La surface d'attaque, c'est l'ensemble des vulnérabilités de votre système. C'est la cartographie en fait de ces vulnérabilités. Donc ça peut être, vos locaux peuvent faire partie de la surface d'attaque. Si tout le monde peut s'introduire dans vos locaux très facilement, c'est une vulnérabilité. Ça va être les ordinateurs des utilisateurs, ça va être des objets connectés. Et en général, quand on parle de surface d'attaque, c'est le plus souvent tout le système d'information que vous utilisez. Donc ce sont vos serveurs avec les logiciels qui sont dessus. Et ce qui est important et ce dont il faut avoir conscience, c'est que ce n'est pas que le logiciel que vous utilisez, mais c'est les composants qui sont utilisés par ce logiciel. Si vous avez un système de paiement tiers qui utilise un fournisseur, ce système de paiement aussi il a ses propres vulnérabilités. Donc vous avez des sous-traitants que vous ne connaissez pas forcément, de rang 2, 3, 4, 5, et tout cela doit être aussi protégé. Alors, pour se protéger, il faut mettre en place une politique de cybersécurité. Il y a dans une politique de cybersécurité, il y a deux grands volets. Et volontairement, le premier volet que je cite, ce n'est pas le volet technique, parce que c'est celui auquel on pense tout de suite. La cybersécurité, c'est avant tout de l'humain, c'est avant tout de l'organisation, parce qu'on se rend compte que les failles et les faiblesses, elles sont généralement plus humaines que techniques. Donc, le premier point d'une politique de cybersécurité, c'est de mettre en œuvre une organisation humaine et des processus qui vont permettre de sécuriser votre entreprise. Et ça va être aussi d'utiliser les outils qui vont bien pour vous sécuriser. Le principe général, c'est que tout doit être contrôlé finalement. Tout identifiant, tout utilisateur, il doit être identifié et on doit être sûr que c'est bien lui qui est derrière l'ordinateur. Chaque accès doit être validé, donc c'est ce que je viens de dire. Il faut être sûr que c'est bien la bonne personne qui est derrière l'ordinateur. Et tout composant qu'on va utiliser, il doit aussi être vérifié. Alors, on a émis une règle. Alors, ce n'est pas une règle qui existe dans le métier. Hein. C'est juste suite à notre conférence où on a fait intervenir un certain nombre d'experts. Il y a cette règle qui en est ressortie finalement, qui est une règle de 4-0. C'est zéro surface d'attaque. Donc, c'est bien vérifier, s'assurer que sa surface d'attaque ne comporte pas de vulnérabilité. Zéro accès distant. Avec le télétravail, c'est un point super important. Et ce qu'a révélé notre étude, finalement, c'est que le télétravail avait accentué les risques et les vulnérabilités en termes de cybermalveillance. L'accès à distance, il se fait de façon privilégiée par un VPN. Zéro accréditation ouvre tout. Donc, il n'y a pas de compte de super utilisateur qui peut accéder avec un seul mot de passe, un seul user à tout. Mais plutôt des choses qui sont relativement cloisonnées avec éventuellement un système qui va gérer l'ensemble des mots de passe. Et zéro composant unique. Donc ça, c'est un point qui est super important aussi, c'est la redondance. C'est-à-dire que si votre système tombe, si votre base de données est perdue, qu'elle existe aussi à l'identique ailleurs.
Voilà, donc premier point pour mettre en œuvre cette politique de cybersécurité, on a essayé de tirer quelques règles assez simples et on a identifié 8 points clés pour mettre en œuvre une politique de cybersécurité. Le premier point, c'est de faire auditer son système de sauvegarde et de restauration des données, parce que ça, c'est essentiel. Hein. Quand vous faites attaquer, si vous n'avez pas de redondance sur le système de sauvegarde, vous êtes un peu foutu, alors que si vous avez un double quelque part, vous pouvez repartir très, très vite. D'avoir un plan de crise cyber et de le définir, de le tester et de le remettre en question en permanence. D'instaurer la double authentification. Alors, la double authentification, j'imagine que vous savez ce que c'est. C'est, par exemple, quand vous vous connectez à votre banque maintenant, vous avez toujours un message que vous recevez sur votre téléphone avec un code supplémentaire. Donc, c'est ça, la double authentification. Et puis, acculturer les utilisateurs. C'est un peu le point que je signale en bas. L'humain et l'humain, en fait. La faille, elle vient essentiellement de l'humain. C'est toujours la personne qui va cliquer sur un spam et qui va infecter toute l'entreprise. Donc, il est très important, et c'est un autre point c'est le dernier point aussi, c'est d'informer en permanence et d'acculturer les salariés tout le temps, de faire des scénarios de tests qui reçoivent régulièrement des spams, des faux spams, pour faire en sorte que le jour où ils vont recevoir une vraie attaque, ils ne vont pas cliquer. Ce qui est important de savoir, c'est des experts cybersécurité qui nous le disaient, c'est que même dans une population très formée, il y a toujours 1 ou 2% de personnes qui vont cliquer. Donc, et si la population n'est pas formée, bien sûr, on arrive à 10-20%. Donc, ça ne permet pas d'éviter toute attaque, mais ça permet de la réduire fortement. Utiliser des outils modernes de cybersécurité en commençant par l'EDR, dont je vais parler après. De chasser les vulnérabilités et de mettre à jour en permanence son système. De prendre en compte la cybersécurité dans tous ces nouveaux projets IT, de disposer d'une politique de cybersécurité et pour instaurer cette démarche dans la durée. Et dernier point, d'animer cette cybersécurité, donc c'est ce que je viens de dire, en faisant des formations, des scénarios, des tests, d'avoir un comité de cybersécurité, d'avoir des procédures qui sont rédigées, etc. etc. Et dernier point que j'aimerais pouvoir présenter. Ah oui, il est revenu là. Je parlais d'outils techniques, qui est le deuxième volet de la cyber après l'organisation. J'en présente 4 qui sont les principaux outils qu'on va utiliser. Le diagnostic de la surface d'attaque. Donc là, il y a plein d'outils qui sont pour beaucoup gratuits d'ailleurs, qui vont vous permettre d'identifier quels composants de votre système sont à jour ou ne sont pas à jour, comportent ou ne comportent pas des vulnérabilités. Le SOC. Le SOC, c'est un système qui va analyser en permanence tout ce qui se passe dans votre système d'information. Il a des patterns, et donc il y a un certain nombre de patterns qui sont normaux, il ne va rien dire. Et puis dès qu'il se passe quelque chose qui n'est pas usuel, il va vous alerter. On a aussi l'outil de gestion des vulnérabilités et des patchs. Donc ça, c'est l'outil qui va pouvoir mettre à jour en temps réel tous les composants de votre système. Et dernier point, l'EDR, c'est le super antivirus qui ressemble un petit peu à l'antivirus que vous avez sur votre ordinateur, mais qui fonctionne au niveau de vos serveurs et qui est beaucoup plus puissant. Voilà ce que je voulais vous dire sur la cybersécurité, si ça veut bien. Voilà. Donc là, vous voyez donc les 2 documents qu'on a rédigés sur la cybersécurité. Je donnerai les liens pour que vous puissiez les télécharger. Le mémo de 3 pages et le petit guide de survie qui est un peu plus gros, qui fait une 40aine de pages et qui est un petit peu plus complet. Et pour être complet, et je te redonne la parole dans 30 secondes, on participe à une initiative qui s'appelle Observatoire de la maturité data des entreprises, avec un rapport tous les ans qui identifie la façon dont les PME-TI valorisent leurs données. Et on est en train de finaliser, ça va paraître en septembre, une réflexion sur la rétention des générations Z. Donc, vous voyez, on ne fait pas que de l'IT, mais on traite tous les sujets de l'entreprise. Merci beaucoup, François. Merci. Merci beaucoup, François.